L'app est passée. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Et c'est vrai que c'est un peu un retour et je suis très heureux de revenir au, ah, au, au séminaire franco-britannique et de retrouver des figures nouvelles et des figures connues. Et je vous remercie beaucoup donc de votre invitation et notamment Arnaud d'avoir organisé cela et de me permettre donc de vous présenter, si l'écran le veut bien, donc l'ouvrage que j'ai tiré de mon habilitation et qui s'intitule donc La civilisation du charbon. Et deux mots sur ce titre qui n'était pas immédiat. Ce n'est pas au départ une civilisation que j'ai cherchée, mais c'est une civilisation que j'ai trouvée en voulant m'intéresser donc aux consommateurs domestiques de charbon et à ce qu'ils faisaient justement de ce combustible. Et en préparant cette, donc voilà la couverture, vous l'aurez vu, en préparant cette communication, j'ai trouvé quelque chose que j'aurais pu utiliser d'ailleurs dans cette habilitation et dans cet ouvrage, cette très belle citation de George Orwell dans son essai de 1941 qui traite de England, Your England, et dans lequel il dit ceci. Yes, there is something distinctive and recognizable in English civilization. It is somehow bound up with solid breakfasts and gloomy Sundays, smoky towns and winding roads, green fields and red pillar boxes. It has a flavor of its own. Moreover, it is continuous. It stretches into the future and the past. There is something in it that persists, as in a living creature. What can the England of 1940 have in common with the England of 1840? But then, what have you in common with the child of 5 whose photograph your mother keeps on the mantelpiece? Nothing, except that you happen to be the same person. And above all, it is your civilization. It is you. However much you hate it or laugh at it, you will never be happy away from it for any length of time. The sweet puddings and the red pillar boxes have entered into your soul. J'aime beaucoup ça. Good or evil, it is yours. You belong to it. Donc on a bien ici cette idée chez Orwell, et je le rejoins, de l'existence d'une civilisation, et en plus cette citation tombe bien parce qu'elle recouvre la période qui m'intéresse, c'est-à-dire le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Cette civilisation, je l'entends comme un ensemble de modes de vie et de rapports au monde, et les deux me semblent importants, aussi bien des façons de vivre, des pratiques culturelles, que des façons d'envisager et de concevoir le monde. Et donc c'est dans cette dimension sociale et culturelle en fait que j'ai voulu l'étudier. Et vous voyez que Orwell évoque donc dans cet extrait les fumées qui recouvrent les villes, mais il ne parle pas du charbon. Or, je crois que le charbon est une porte d'entrée justement pour bien comprendre cette civilisation qui se met en place, parce qu'il est justement, à mon avis, le cœur de cette civilisation singulière qui se met en place en Angleterre au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. Mais parce que le charbon inaugure aussi une ère nouvelle, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, celle des énergies fossiles. C'est encore une énergie très utilisée, 40% de l'électricité produite dans le monde provient du charbon encore aujourd'hui, et parce qu'il partage des points communs avec les autres énergies fossiles comme le pétrole ou le gaz, il n'offre pas seulement une fenêtre pour comprendre cette civilisation propre à l'Angleterre, mais aussi sans doute pour comprendre un petit peu notre propre usage, notre propre rapport au monde à travers les énergies fossiles. Donc c'est un peu ces doubles dimensions que je voudrais présenter. Donc mon approche est d'abord, comme vous l'aurez compris, donc centrée sur les consommateurs domestiques, donc pas l'industrie. Je ne traite pas l'industrie. Je ne parle pas des mineurs non plus, qui ont déjà été très, très traités, très étudiés autour de leur culture. Et les consommateurs domestiques sont un peu les oubliés de l'historiographie. Et j'ai donc une approche, encore une fois, sociale et culturelle, même si, bien entendu, de temps en temps, il faut intégrer une dimension technique, une dimension politique, des aspects économiques, on ne peut pas complètement en faire fi, mais le cœur de mon approche est autour de ces questions sociales et culturelles. Avec un postulat qui est le refus de concevoir les acteurs comme des homo economicus, comme des êtres purement rationnels, qui ne seraient mus que par des calculs et l'intérêt bien compris. Et je crois que c'est vraiment important pour échapper au déterminisme technologique. Le charbon s'est imposé naturellement parce que c'était la meilleure des énergies, qu'elle apportait une facilité d'usage, etc. et que donc inévitablement il fallait l'utiliser. Mais au contraire, justement, essayer de réfléchir à la dimension, encore une fois, de saisie culturelle en fait, de ce combustible pour mieux comprendre comment on l'a utilisé. Donc l'idée de cultures énergétiques
que j'ai trouvé notamment chez ces auteurs que je vous cite ici, il y en a beaucoup d'autres. Brendan Dooley disait que la quantité d'énergie utilisée est fonction de nos imaginaires, de nos désirs, de nos choix. Et cette idée des imaginaires, des désirs et des choix me paraît justement intéressante. De la même manière, un ouvrage qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant, c'est l'ouvrage des anthropologues Sarah Strauss, Stéphanie Rupp et Thomas Love, Cultures of Energy, qui eux aussi donc refusent cette rationalité, ou en tout cas nuancent cette rationalité des individus, et insistent au contraire donc sur les facteurs culturels qui dessinent un rapport des sociétés aux différentes énergies. Et ils disent, on peut s'étonner du manque d'analyse sur l'énergie au quotidien, comment les gens la perçoivent, se l'approprient, l'utilisent, la conservent et pourquoi. Et cette idée d'appropriation aussi de l'énergie me paraissait centrale. Il y avait déjà, quand même, je n'ai pas évidemment travaillé dans le vide complet, bien entendu, il y a 3 thèmes historiographiques qui abordaient déjà ces questions, traitaient un petit peu de l'énergie dans cette dimension, autour donc de 3 approches. D'abord, le rôle central des consommateurs dans les trajectoires énergétiques, en montrant que les consommateurs on ne leur impose pas, les entreprises énergétiques ne leur imposent pas des choix énergétiques, mais les considèrent comme des partenaires qui peuvent résister aussi parfois à des propositions énergétiques. Ruth Sandrell ou Graham Gooday, par exemple, ont étudié les résistances à l'électrification, en montrant qu'elle n'allait pas de soi et que les entreprises énergétiques ou le pouvoir politique ont dû parfois s'adapter à des résistances, à des demandes de la part des consommateurs. De la même manière, il a fallu, et plutôt en conséquence de cela, prendre en compte les stratégies de promotion mises en place par les entreprises, justement là encore pour justifier, défendre des choix énergétiques. Et je le montrerai tout à l'heure, c'est central pour la défense du charbon dans l'entre-deux-guerres notamment, parce qu'il fallait contrer les arguments des concurrents du charbon. Et enfin, cela crée des cultures énergétiques, justement, le terme paraît important. Chaque énergie charrie avec elle un flot d'émotions, qui peuvent être contradictoires, des représentations, dont l'analyse est indispensable pour comprendre les usages qu'ont fait de ces énergies. Quand on pense à l'énergie nucléaire, c'est évident. Il y a bien sûr, en France par exemple, un imaginaire associé à l'énergie nucléaire. Quand on pense au pétrole aussi, bien sûr. Et je vous cite ici deux ouvrages qui traitent justement de ce poids du pétrole, de la pétroculture, comme le dit Stéphanie Le Ménager. Mais pour le charbon, en tout cas autant que j'ai pu le voir, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est pourquoi j'ai suivi ces pistes pour traiter justement de cet aspect autour du charbon, avec un fil directeur qui m'a été donné en fait par ma lecture des travaux de Frank Trentman, notamment autour de l'idée de culture matérielle de l'énergie. Parce que j'ai beaucoup tâtonné en fait quand j'ai envisagé ce projet qui s'est étalé quand même sur quasiment une dizaine d'années avant que vraiment il se concrétise. J'avais abordé la question sous l'angle des pénuries au départ, qui était déjà très traitée, et je tournais autour de mon sujet jusqu'à ce qu'en fait l'approche par la matérialité, par l'aspect très concret du charbon et ce qu'il fait du coup à l'espace, aux gens, aux pratiques quotidiennes, m'a amené justement à l'aborder, à trouver la porte d'entrée justement pour le travailler. Donc cette dimension matérielle, de culture matérielle, a été vraiment centrale pour moi, pour me saisir de mon objet et pour le traiter. Donc, vous l'aurez compris, c'est une relation particulière au charbon que j'ai voulu étudier, qui fait de la société britannique, enfin société anglaise d'ailleurs plutôt, des années 1830 à 1940, une société coal-minded. J'ai beaucoup aimé aussi cette expression, et une société entièrement tournée vers le charbon. Et pour cela, j'ai choisi donc la période 1830-1940, qui n'allait pas de soi. Là encore, cette chronologie a été un peu tâtonnante au départ, et il me semble que cette période a quand même une singularité. D'abord, elle est celle d'une envolée de la consommation énergétique, alors qui s'inscrit dans une croissance de cette consommation énergétique, mais qui est très manifeste au cours du XIXe siècle et au début du XXe. Avant la Première Guerre mondiale, un Anglais consomme 3 fois plus d'énergie qu'un Français, par exemple. Donc il y a, par le recours aux énergies fossiles, une envolée de la consommation. Et qui se fait par le charbon. Le charbon, c'est 95% des besoins énergétiques du pays
à la fin du 19e siècle, c'est encore 90% avant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a un quasi-monopole du charbon en termes de consommation énergétique. La deuxième caractéristique de cette période, c'est qu'il y a une uniformisation de l'utilisation du charbon dans la société. Jusque avant 1830, les sources d'énergie pouvaient être encore assez variées. Et c'est avec le développement des canaux puis des chemins de fer que le charbon devient accessible partout au Royaume-Uni, et pas seulement dans les grands centres urbains comme Londres ou comme Manchester, et que dès lors, cette consommation énergétique se répand et que le charbon devient un quotidien, justement, pour tous les Britanniques. Et la troisième caractéristique, c'est qu'il est le symbole d'un âge nouveau. Et cette dimension symbolique, elle est très mise en avant à partir justement des années 1830 et beaucoup moins avant. Et c'est pourquoi j'ai commencé dans mon travail, ça c'était juste pour vous montrer quelques belles images, j'ai commencé par l'inauguration du nouveau bâtiment de la Bourse du Charbon de Londres en 1849, qui met en avant justement cette dimension symbolique et ce rôle énorme du charbon dans la société et surtout dans l'industrie. C'était un bâtiment qui a été détruit dans les années 1960, qui était un beau bâtiment. Voici l'intérieur, avec tout un projet iconographique très signifiant. Au sol, vous aviez donc une marqueterie de bois, on la devine ici, qui rappelait le rôle de la Tamise en fait dans la prospérité de Londres. Et tout autour, vous voyez ici, ce sont les plantes fossiles que l'on trouve dans les mines de charbon et qui rappellent justement ce lien entre les forêts, les plantes et les forêts antédiluviennes et le charbon d'aujourd'hui et ce qu'il fait, disons, au pays et à sa puissance. Alors, sur quelle source est-ce que je me suis appuyé? Alors bon, je vous en ai cité quelques-unes et j'ai un peu tassé les choses. Déjà, quand on aborde cette question d'une étude sociale et culturelle, et au départ j'étais très, très culturel et j'ai glissé un peu par le social, on prend toujours le risque, bien sûr, de généraliser à partir d'exceptions. Et donc la seule solution pour rendre un petit peu solide son travail, c'est de multiplier les points de vue. Et donc j'ai essayé d'avoir recours à des sources aussi diverses que possible qui donnent à voir ce que pensent les savants, les hommes politiques, les différentes classes sociales autant qu'on puisse y avoir accès, les femmes, bref, autant de catégories sociales que possible, à travers donc des sources imprimées. J'ai beaucoup travaillé sur la presse nationale et la presse très locale parfois, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi, des œuvres de fiction, parce qu'elles disent aussi quelque chose bien sûr de cet usage du quotidien, des débats et des documents parlementaires bien entendu, des études sur le charbon innombrables. Alors il y avait des études géologiques, il y avait des études économiques, il y avait des études sur la pénurie de charbon. Bref, je n'ai pas manqué de ressources à ce niveau-là. Des manuels d'économie domestique, ça c'est une source que j'ai beaucoup utilisée, que j'ai trouvée très intéressante pour ce qu'elle dit de l'usage au moins rêvé ou conseillé du charbon dans les maisons. Des communications scientifiques qui réfléchissent à cette place du charbon et à ses usages et à la façon dont on pourrait mieux l'utiliser pour moins le gâcher. Des autobiographies bien sûr, et des manuels scolaires parce que, je vous le montrerai tout à l'heure, j'ai voulu aussi étudier la façon dont le charbon est enseigné. Pour ce qui est des archives, je ne les ai pas toutes citées non plus. Les principales sont celles de Coal Clubs, une institution singulière que je vous présenterai tout à l'heure. Le Coal Utilization Council, qui est une institution créée en 1932 et qui m'a convaincu aussi de passer la Première Guerre mondiale. Moi qui suis 19e, c'était une aventure que d'aller jusque dans les années 20-30. Mais c'est des archives absolument magnifiques et totalement inutilisées pour l'instant. Il n'y a quasiment rien dessus et je vous montrerai la richesse de ces archives autour donc de ce conseil qui cherche à promouvoir l'usage du charbon dans l'entre-deux-guerres pour lutter contre la concurrence d'autres énergies. Donc là, il y avait des choses absolument magnifiques à faire. Le Fuel Research Board, qui est une institution qui encourage les recherches sur le charbon, là encore après la Première Guerre mondiale. Et puis d'autres sources de la Royal Society, du Coal Exchange donc, et du Coal and Corn Committee de Londres. Et enfin,
je me suis aussi beaucoup appuyé sur des sources iconographiques parce que étudier aussi la façon dont le charbon est représenté, et d'ailleurs il l'est assez peu, était important. Et c'est un point aussi sur lequel j'ai beaucoup insisté pour la publication du livre. Alors c'est toujours évidemment une lutte avec les éditeurs pour avoir le nombre d'illustrations qu'on veut. J'ai eu de la chance, mon éditeur a été très, très compréhensif. Malgré tout, bon, j'avais 100 pages d'illustrations qui ont été réduites à un petit cahier de je sais plus, 8 ou 10 pages. Mais elles sont une source, évidemment, pleine et entière, et pas seulement un élément justement seulement d'illustration. Alors, à partir de là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Qu'est-ce que j'ai dit? Mon AGR faisait 6 chapitres, le livre en fait 7 puisque j'en ai rajouté un. Et en fait, j'ai réuni ces chapitres pour aujourd'hui en 4 grands thèmes. Il y a 4 grandes questions en fait que je pose et 4 grands enjeux que j'étudie. D'abord, le charbon donc comme cadre de vie et de pensée. Le charbon comme modelant un cadre de vie et une pensée. Alors, le début, le fait que le charbon modèle le cadre de vie anglais, c'est sans doute la partie la moins originale de ce que j'ai fait, mais il fallait bien le dire quand même, le rappeler. Il y a des paysages énergétiques organisés autour du charbon. Et puis d'abord, il fallait se demander ce que c'était le charbon. Et je me suis amusé à vous dire que le charbon n'existe pas, parce que il existe des charbons. Il y a beaucoup d'interrogations aussi sur où est la limite du charbon avec les autres combustibles fossiles. Et j'ai exhumé un débat de 1853 qui m'a paru très intéressant, autour justement un procès en fait qui a été fait par des propriétaires de mines à quelqu'un qui les exploitait et qui en tirait une substance dont il a pu tirer beaucoup de profit. Et alors qu'on lui avait donné l'autorisation d'exploiter du charbon, on estimait que ce qu'il exploitait n'était pas du charbon. Et donc, il y a un jury de tribunal qui a dû décider si effectivement la matière qu'on lui présentait était du charbon ou non. Donc, vous voyez, c'est ce genre d'interrogation très, très concrète qui se manifestait et qui montrait que le charbon, en fait, est un produit. Ce n'est pas une substance en soi, plutôt, mais c'est un produit construit socialement, économiquement, pour être vendu et utilisé par des particuliers et des industries. Donc, ce charbon, j'en ai étudié les trajectoires à travers le pays, comment il passe de la mine au foyer, en montrant bien sûr donc, les trajets à travers le pays, mais plus spécifiquement, j'ai voulu m'étendre un peu sur la façon dont il arrive dans les villes et dont il circule dans la ville avant d'arriver dans les foyers. J'ai donc là étudié notamment les livreurs de charbon, ceux qui déchargent le charbon dans les ports, et qui donc bon, là vous avez ici chez Mayhew par exemple des représentations de ces petits emplois. Donc comment il arrive dans les ports et comment il est utilisé, et comment il arrive aussi dans les dépôts de chemin de fer. Ce qui est évidemment un élément croissant à partir des années 1840, de plus en plus, même pour Londres, le charbon arrive par des voies de chemin de fer, et donc en fait on a un système très intéressant où les wagons arrivent en fait sur des arches, donc en hauteur, et le haut de ces arches s'ouvre et le bas des wagons s'ouvre, ce qui fait que les wagons se vident en fait dans ces grandes arches qui peuvent contenir jusqu'à 640 tonnes de charbon chacune. Et à partir de là, bien sûr, on peut le redistribuer dans la ville par des charrettes ou par des gens qui viennent le récupérer. Donc voici encore une très belle photographie d'un de ces dépôts qui donc évidemment prennent de la place dans la ville, marquent l'espace urbain, entraînent aussi des agréments parce que ça fait du bruit, il y a la poussière, donc les gens protestent, on doit construire des murs. Il y a tout un ensemble évidemment là encore de conflits et d'enjeux sociaux et territoriaux qui se jouent lors de la création de ces dépôts. Et vous voyez ce monsieur là, j'ai fait 2 hypothèses. Soit c'est un inspecteur qui vient vérifier
que c'est bien les bonnes quantités de charbon qui sont déchargées, rechargées et envoyées, soit c'est un particulier qui vient chercher son charbon, parce qu'on pouvait aller bien sûr directement au dépôt pour le commander. Alors, on ne le voit pas ici, non, mais en fait quand on zoome, on voit les livreurs à l'arrière qui ont l'habit traditionnel des livreurs, qui est celui-ci. Alors eux, ce sont ceux qui viennent récupérer les poussières, mais c'est la même chose. C'est-à-dire notamment ce chapeau qui tombe sur les épaules pour qu'on puisse déjà ne pas s'abîmer complètement le dos en portant les sacs de charbon, et surtout pour que la poussière de charbon ne vienne pas s'infiltrer, se mettre dans le cou, et où avec la sueur et le frottement, elle ferait très très mal en fait. De la même manière, vous voyez les bottes qui montent très haut et qui se ferment, là encore pour éviter la même chose, que des poussières de charbon se mettent contre la peau des pieds et malmènent ces pauvres livreurs ou des chargeurs de charbon. Donc comment le charbon arrive dans les foyers, comment il en ressort aussi sous forme de poussière, comment on gère ces déchets qu'il produit en nombre, et j'ai repéré où étaient certaines des décharges en fait de charbon, certaines en dehors de Londres. La plus grande faisait quand même 270 mètres de haut sur 1 kilomètre de long. Donc, je pense qu'il y a eu une belle étude d'ailleurs à faire sur cette, je ne sais plus où elle est, j'ai plus le nom là, mais je pense qu'il y aurait un beau travail à faire sur l'existence de ces décharges, qui sont exploitées bien sûr par les plus pauvres pour récupérer ce qu'ils peuvent les quelques morceaux de charbon qui ont pu échapper, si petits soient-ils. Et les plus pauvres, ce sont souvent des femmes et des enfants qui travaillent dans ces espaces pour récupérer ce qui peut l'être. J'ai montré également comment ce charbon modifie les intérieurs. Il faut des cheminées adaptées, il faut des endroits pour entreposer le charbon, il faut des endroits pour entreposer les cendres de charbon. Il y a donc toute une construction, une réflexion aussi architecturale qui se met en place du fait de cette utilisation de plus en plus massive et quasiment, encore une fois, monopolistique du charbon. Pour autant, ce qui m'a le plus plu, c'est, qui me paraît le plus original, c'est d'avoir travaillé sur ce que j'ai appelé l'univers mental du charbon. Alors là, attention, c'était le chapitre dangereux de ce travail, parce que travailler sur les représentations du charbon et en déduire quelque chose qui puisse être un minimum généralisé était évidemment l'entreprise la plus périlleuse de toute mon habilitation. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit ce qui a le plus convaincu mes lecteurs. Moi, personnellement, j'en suis très content de ce chapitre. Il me plaît beaucoup. Mais il faut reconnaître que voilà, c'est une approche qui porte avec elle de grands problèmes méthodologiques. Alors, ce que j'ai essayé de mettre en avant, c'est d'abord, bien sûr, alors ça c'était plus traditionnel, la fascination extraordinaire éprouvée pour ce combustible. D'abord, par son rôle pour chauffer les intérieurs domestiques. Je ne suis pas le seul à l'avoir montré, le feu de charbon est une caractéristique des foyers anglais à laquelle tous les Anglais tiennent. Mais c'est vraiment frappant. Quand on commence à rechercher cela, il n'y a pas un Anglais qui ne dise ma maison ne serait pas la même si j'avais pas un feu de charbon. Et ça, c'est important parce que ça va expliquer des résistances à d'autres modes de combustion qui seraient moins polluants. L'utilisation d'une énergie fossile plutôt que d'une énergie renouvelable place aussi, je crois, les consommateurs dans une conception singulière du temps. On s'inscrit différemment dans le temps, et aussi bien par rapport au passé que par rapport au futur. Les Anglais de cette période ne cessent de penser, d'avoir une pensée providentielle qui inscrit la présence du charbon sur leur terre dans le long terme. Dieu, ou la Providence, ou la nature, peu importe, a placé le charbon, enfin plutôt des forêts carbonifères il y a des millions d'années, sur l'espace qui sera l'Angleterre. Ces forêts carbonifères dont on découvre l'existence et qui deviennent un élément très rapidement répandu. C'est-à-dire que c'est dans les années 1830 qu'on commence à mettre en avant les origines végétales du charbon, et dès les années 1850, c'est une connaissance très partagée
par une bonne partie de la population. C'est très étonnant comme on voit cette image qui se multiplie et qui se diffuse par la suite. Donc, la Providence a fait ça, et les Britanniques bénéficient donc au XIXe siècle de cette manne extraordinaire qui fait leur puissance. Et là, on a vraiment une réflexion sur ce temps long et sur ces dons de la Providence, mais qui du coup entraînent évidemment des questionnements sur l'usage qu'on fait de cela. C'est-à-dire que puisque on a eu ce don, finalement, qu'est-ce qu'on en fait et quel avenir il nous est donné, puisque ça reste un stock. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'à un moment, il n'y en aura plus. Et la pensée de la pénurie est d'emblée là, en fait. C'est ça qui est très frappant. C'est dès 1789, on commence à penser le manque de charbon. Et ça ne fait que s'accroître par la suite, jusqu'à la Première Guerre mondiale, avec des moments de panique qui reviennent régulièrement, où on essaye d'estimer les ressources de charbon, combien de temps on a encore en fait avant la fin. Et donc il y a une espèce d'angoisse très profonde, très marquée, qui est sans cesse réactivée, et donc un horizon tragique en fait des sociétés fossiles qui est pensé et contre lequel on se sent impuissant. Et on se sent d'autant plus impuissant que cette interrogation sur l'avenir, elle se double d'un enjeu civilisationnel. Il me semble que ce n'est pas un hasard que les premières réflexions liant la puissance énergétique au degré de civilisation surgissent au XIXe siècle justement. C'est le moment où on commence à se dire que plus on a d'énergie, plus on est un peuple civilisé. Et c'est des théorisations qui vont se poursuivre jusqu'à ce que Leslie White, je crois, dans les années 1940, en fera un théorème. Enfin, c'est un anthropologue qui analysera tout à l'aune justement de l'accès à la puissance énergétique. Et c'est donc des questionnements qui surgissent au XIXe siècle et qui amènent à s'interroger justement sur ce qu'est la civilisation. Les Britanniques ne cessent de dire on est évidemment le premier peuple, le plus puissant, etc. Bon. Et il y a évidemment déjà des voix discordantes qui interrogent cette civilisation qui se paye au prix d'un enlaidissement, de pollution, de misère, et en plus d'un aspect transitoire. Parce que c'est bien, encore une fois, on dit c'est bien beau de dire qu'on a cette puissance, mais elle introduit encore une fois une limite dans la puissance, enfin le temps qu'on peut avoir de domination, alors qu'il y a bien entendu d'autres moyens de développer une civilisation intéressante. Donc ça, c'était le premier temps, et je vais essayer de développer les trois autres pour rester dans le timing qui m'a été accordé. Le deuxième, voilà pour les joies du feu de cheminée. Bill Brandt est un photographe d'origine allemande, mais qui s'est installé en Angleterre et qui a fait des photographies absolument extraordinaires, de tous ordres d'ailleurs, aussi bien du quotidien que de paysages que de nus. C'est un très très grand photographe sur lequel je me suis. Et vous avez aussi ces représentations donc de la forêt carbonifère justement. Ici, dans une source que j'ai trouvée intéressante, c'est une plaque de lanterne magique, c'est-à-dire comme une espèce de diapositive en fait, faite par un révérend dans une région industrielle et qui, juste après la Première Guerre mondiale, va faire des tournées de conférences et montrer ces plaques, et aussi celle qui représente le mineur portant le monde sur ses épaules, parce que on donne une importance singulière bien sûr à ces hommes qui se sacrifient pour justement le bien-être de l'Angleterre, avec un regard ambigu sur eux. Ils ont une puissance qui peut être néfaste, mais aussi bien sûr ce sont eux qui encore une fois donnent cette manne qui fait de l'Angleterre ce qu'elle est à cette période-là. Je trouve ce dessin du mineur portant le monde assez marquant, assez parlant. Donc, deuxième thème, celui de la précarité énergétique. Il est très étonnant en quelque sorte de constater que dans ce pays d'abondance charbonnière, normalement, la peur du manque d'énergie est constante. Alors elle s'explique aussi sans doute par cette trajectoire temporelle que j'ai présentée, et je l'ai étudiée sous deux angles. D'abord un événement qui est la grande famine de charbon de 1873, que j'ai déjà eu l'occasion de présenter à d'autres occasions, où les prix du charbon s'envolent.
les prix commencent à augmenter en 1871, mais au début de l'année 1873, ils triplent, entraînant évidemment des souffrances et des inquiétudes considérables auprès de la population qui manifeste, vous voyez, peur de la starvation. Et j'aime beaucoup aussi, ici, c'est cette menace qu'on fait sur les prochaines élections, en disant que beware of coal owners at the next election, donc que les directeurs de mines qui vont se présenter aux prochaines élections n'ont pas du tout leur siège garanti lors des prochaines élections. Vous avez aussi ces représentations terrifiantes, je trouve, du magazine normalement satirique Fun, qui présente ce roi charbon absolument abominable et ses enfants qui meurent de froid devant lui. Mais pour ne pas en rester là, il y a aussi Fun aussi aborde la question d'un point de vue un peu plus drôle, où vous voyez notamment différentes manières de se chauffer sans charbon. Et ici, vous voyez peut-être pas, c'est marqué The Kohinoor, qui est évidemment un jeu de mots sur le Kohinoor, le fameux diamant, donc qui montre que dans quelques années, le charbon sera aussi précieux que les plus gros diamants de l'époque. Et on ne voit pas ici, mais c'est donc les propriétaires de mines qui font une danse de joie, évidemment, devant ce thermomètre de charbon qui indique le prix sans cesse montant du charbon. Bon. Cette famine de charbon, elle entraîne donc énormément donc de réactions, de réflexions, et j'ai voulu l'étudier au niveau le plus local. Et si je vous parlais de la presse locale tout à l'heure, j'ai beaucoup utilisé la presse locale du quartier d'Islington à Londres, où s'est formée une association qui demandait des réformes liées au commerce du charbon, en lien justement avec cette crise. Et j'ai voulu faire une espèce d'étude un peu micro, parce qu'elle me paraissait intéressante pour voir très concrètement comment on réagissait à cette crise. Et elle me paraît intéressante, cette crise aussi, parce qu'elle remet en cause deux éléments centraux du victorianisme. Le laisser-faire. L'idée que ceux qui souffraient de ce manque de charbon, de cette famine, demandaient une intervention du gouvernement. Ils la demandaient à corps et à cri. Et Gladstone, qui a été Premier ministre à ce moment-là, en était bien conscient, mais il y a une phrase assez terrible qu'il écrit à un de ses collègues où il dit oui, je vois bien toutes ces souffrances, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire. Vraiment, très concrètement, on est démunis. Or, on est quand même au moment où Joseph Chamberlain émerge comme une figure nationale, où le socialisme municipal surgit, et à mon avis, on a ici un peu les débuts du New Liberalism, de ce libéralisme interventionniste qu'on va voir au début du XXe siècle, et qui est attendu par la population. Et je crois qu'on a vraiment un décalage ici entre les attentes d'une partie de la population et un certain outillage mental, en fait, de la part des dirigeants. Et l'autre point, c'est la question des bas prix du charbon. Évidemment, pour que le charbon puisse être ce socle de la puissance victorienne, il fallait qu'il soit bon marché. C'est ce qui fait la puissance de l'industrie, c'est aussi ce qui fait que les Victoriens peuvent se chauffer avec. Et certains penseurs évoquent l'idée que finalement c'est pas une si bonne idée. Parce que c'est parce que le charbon est bon marché aussi qu'il est gâché, gaspillé terriblement. Et que donc l'échéance finale de la puissance s'approche. Et là, plus vous gâchez le charbon, plus vous en consommez, plus votre temps de domination va être réduit. Et pour prolonger ce moment de domination du pays, peut-être faudrait-il maintenir des prix élevés du charbon. Alors, comment faire pour que les plus pauvres puissent s'approvisionner? Et c'est là que j'ai vécu l'une de mes plus grandes frustrations, parce que il y a un victorien assez célèbre, Sir Rowland Hill, celui qui a inventé le timbre-poste, qui fait une communication en 1973 à... alors je ne sais plus quelle, je crois que c'est une société savante, je crois que c'est la British Association for the Advancement of Science, je ne suis pas sûr que ce soit celle-là, mais bon, dans laquelle il propose la première taxe carbone, en fait. C'est-à-dire qu'il propose de remplacer les impôts sur des biens de première nécessité comme la bière par une taxe carbone qui donc renchérirait le prix du charbon, donc entraînerait des économies d'énergie et en même temps ne renchérirait pas le coût de la vie pour les plus pauvres qui pourraient donc du coup se le permettre. Et c'est évidemment balayé par tous les commentateurs, enfin
par ceux qui sont là, et on en parle très peu dans la presse, je n'ai trouvé aucune archive dessus, ses propres archives n'en parlent pas, enfin bref, aucun moyen d'aller plus loin, mais il y a quand même quelques toutes petites discussions autour de cela qui me paraissaient très intéressantes, et qui commencent à questionner donc ce prix du charbon. Le deuxième point que j'ai voulu étudier autour de cette question de la précarité énergétique, c'est la manière dont les Victoriens s'arrangent pour obtenir du charbon bon marché. Puisqu'il y a cette obsession du charbon et cette nécessité de l'obtenir, comment est-ce qu'on faisait? Et c'est vraiment une angoisse quotidienne. C'est très frappant en regardant les sources que cet accès au charbon et cette possibilité d'avoir du charbon, notamment l'hiver, inquiète beaucoup, et jusqu'à des personnes pourtant, a priori, pas si démunies que ça, comme on le voit ici. Vous voyez, ce monsieur assailli par des démons qui l'encouragent tous à se tuer, parce que, il a devant lui sa facture de charbon qu'il n'arrive pas à payer. Et ça, c'est la partie relativement drôle. Voici pour la représentation plus terrible. Ça, j'aurais bien aimé que ce soit la couverture du livre, mais mon éditeur m'a dit que quand même c'était un peu glauque. Et que si on voulait attirer quelques lecteurs, mais cette photographie est magnifique, je trouve, de ce qu'elle dit justement. De cette quête de charbon. Et là, ce que ce monsieur a réussi à récolter va lui tenir 2 jours. C'est-à-dire qu'il pourra recommencer très rapidement. Donc, on cherche à obtenir du charbon. Et là, j'ai eu la chance de trouver une source magnifique, là encore très peu utilisée, qui est celle des coal clubs. Alors, ces clubs de charbon sont une institution qui apparaît au XIXe siècle et qui dure jusqu'à l'entre-deux-guerres, qui est souvent créé à l'initiative d'un homme d'église ou d'un notable, et qui demande à des pauvres de la paroisse de verser chaque mois ou chaque semaine une petite somme, qui est donc emmagasinée par le notable, et qui est abondée par des dons d'autres notabilités de la région. Et à partir de ces sommes récoltées et de ce que chacun a versé, les ouvriers en général reçoivent en retour des bons, des tickets, pour aller chercher du charbon. À un prix donc raisonnable parce que négocié en grande quantité, et dont le prix est lissé sur l'année. Parce que l'un des gros problèmes des populations les plus démunies, c'est qu'elles ne pouvaient pas acheter le charbon en grande quantité, bien sûr, déjà parce qu'elles n'avaient pas l'argent, puis elles n'avaient pas la place pour l'entreposer, donc ils achetaient le charbon au coup par coup, et donc il était beaucoup plus cher, et particulièrement l'hiver où les prix étaient renchéris. Les coal clubs permettaient donc, d'encourager aussi l'épargne, bien sûr, il y avait une dimension de contrôle social qui était très nette, mais il permettait donc aussi d'étaler les dépenses et d'assurer un accès au charbon à peu près confortable, disons, pour l'ensemble de l'année. Donc vous aviez comme ça des petites cartes où vous voyez donc là la personne a payé plusieurs fois 6 pence selon les mois, et donc à la fin cela lui a permis, grâce aussi aux subventions, donc ici vous le voyez, subscription, et en dessous ce qu'on a rajouté, ce qui lui permet d'avoir 17 shillings pour aller s'acheter du charbon en présentant cela à un vendeur. Et encore, vous voyez, et ce qui est intéressant aussi, vous voyez l'irrégularité des paiements malgré tout. Certains mois, elle n'a versé que 6 shillings, d'autres, elle en a versé 2 fois, pas toutes les semaines, il a fallu une semaine entre. Et il y avait beaucoup d'enjeux aussi du côté des dirigeants de ces call clubs, d'assurer des versements réguliers et de se demander ce qu'un pauvre pouvait payer en fait, et ce qu'était un pauvre, parce que certains voulaient profiter évidemment de ces clubs alors qu'ils avaient les moyens, a priori, de s'acheter du charbon sans y avoir recours. Donc il y a encore une fois beaucoup de questionnements autour de ces clubs, mais qui sont donc une source pour aborder l'histoire sociale britannique absolument passionnante, parce qu'il y a beaucoup de choses évidemment qui sont dites dans les comptes rendus de réunions de ces clubs, etc. L'autre moyen pour obtenir du combustible bon marché, c'était aussi de faire son propre combustible. Là, vous aviez énormément de recettes de bonnes femmes, entre guillemets, qui sont proposées notamment dans les manuels d'économie domestique, mais aussi des brevets qui sont déposés, particulièrement à partir des années 70, lorsque justement il y a cette inquiétude sur l'augmentation des prix du charbon, qui proposent tous un peu la même chose, c'est de prendre
des cendres ou des films de charbon, donc vraiment les tout petits morceaux, et de les mélanger avec autre chose. Alors la bouse de vache, de la terre, de l'argile, de la sciure, de lier tout ça comme on peut, et ça vous fait des boules de charbon, de combustible plus ou moins efficaces. Et on retrouve ça même dans des publicités dans le Times au moment de la guerre, à la toute fin de la Première Guerre mondiale, où vous avez une mine de charbon dans votre cave, si vous faites attention et que vous allez chercher donc la poussière qui reste et que vous la mêlez. Vous voyez ici vous avez des recettes, donc du ciment avec de la poussière, de la craie, du ciment et de la poussière, etc. Donc vous aviez même les quantités qu'il fallait mélanger pour obtenir un combustible qui tienne la route. Donc ça c'était comment est-ce qu'on achète le charbon, finalement comment est-ce qu'on arrive à s'en procurer. Restait à se demander comment est-ce que ce charbon est utilisé à l'intérieur des foyers. Et là j'ai une approche quasiment d'anthropologie historique en quelque sorte pour essayer de repérer au plus près les gestes très concrets des Victoriens et Victoriennes et puis des Anglais du début du XXe siècle dans leur usage du charbon. Et donc pour ça il fallait mettre en avant les savoir-faire domestiques. Comment est-ce très concrètement on allume un feu? Comment est-ce qu'on l'entretient? Quels sont les gestes à faire ou à ne pas faire? Comment est-ce qu'on cuisine avec ça? Parce que imaginez ce que c'est que de cuisiner au charbon. C'est-à-dire vous avez un feu qui brûle, qui dégage une chaleur incroyable, et avec ça, il faut varier les températures, faire cuire, bouillir. Bon. Et d'ailleurs, les façons de cuisiner étaient en partie déterminées justement par ces types de cuisson. Donc là, vous voyez par exemple une cuisinière qui était assez commune. Donc le feu était évidemment là, et vous voyez qu'il y a une joue ici qui permet de réduire la taille ou d'augmenter la taille du feu. À côté, ici et derrière, donc en L, vous aviez le réservoir d'eau qui bouillait et que vous pouviez récupérer avec le petit robinet ici. Et ici, vous aviez le four avec là, on vous montre des flèches qui indiquent la circulation de l'air chaud quand il y en avait. Des fois, c'était pas le cas et qui permettaient donc d'essayer de répartir. C'était pas la chaleur tournante, mais bon, autant que possible, essayer de répartir un petit peu. Et au-dessus, vous aviez des plaques, évidemment, de cuisson. Donc, des réflexions sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre parce que je vois que le temps passe, des réflexions nombreuses, techniques sur comment améliorer donc, ces moyens de cuisson, c'est aussi ces cheminées, aussi énormément de choses sur la façon dont on pourrait améliorer la combustion du charbon dans les cheminées, parce que c'est une mauvaise combustion du charbon qui entraîne la pollution dans les villes, bien sûr. C'est parce que le charbon se consume mal dans les cheminées qu'on rejette tellement de suie. Donc il y a, comme on ne peut pas se séparer du feu de cheminée ouvert, parce que les poêles chauffent pas différemment, qu'il n'y a pas ce rougeoiement, etc., on essaie d'améliorer tant bien que mal la construction des cheminées. Tant bien que mal, je vous montre ici cette caricature de Punch où vous voyez que le vieux roi Charbon et le démon du brouillard sont issus d'une cuisinière. Le roi Charbon ici, vous le voyez, est assis sur une cuisinière à charbon. C'est elle qui consommait jusqu'à 50 kg de charbon par jour, parfois lorsque elles étaient mal utilisées ou très utilisées. Ce qui m'importait de comprendre aussi là-dedans, c'est les résistances, encore une fois, concrètes aux transitions énergétiques. C'est-à-dire, mettre en avant ces savoir-faire, c'est mettre en avant une valorisation aussi de ces savoir-faire. Les femmes, les cuisinières qui savaient faire cela, pouvaient rechigner à passer à quelque chose qu'elles ne connaissaient pas, ou qui pouvaient moins valoriser leurs connaissances, qui étaient plus faciles d'usage ou plus communs. Et il y a donc des résistances parfois très concrètes à ces évolutions techniques. Et qui permettent d'aborder aussi la question de l'apprentissage du charbon. Ça, c'est peut-être ce que j'ai fait de plus original, je crois, c'est de questionner la façon dont on apprend l'énergie. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants du charbon? Comment est-ce qu'on leur apprend à faire des feux, à cuisiner, justement? À qui on l'apprend? À quel âge? Est-ce qu'il y a une différence entre les sexes, etc. Alors,
je n'ai pu qu'aborder ces questions, je n'ai pas pu répondre à tout, loin de là, il y a encore énormément de choses à faire, parce que le temps m'a manqué, parce que les sources aussi ne sont pas forcément évidentes à trouver. Ce qui m'est apparu en tout cas, c'est que on apprend le charbon très tôt aux enfants, aussi bien à l'école qu'à la maison, par des leçons de choses, notamment à l'école. Et le charbon est une des choses justement qui est le plus utilisée dans les leçons de choses. Qu'il y a une différenciation des sexuels, genrés, qui s'opère alors de plus en plus vers la fin du siècle, du 19e siècle, et aussi plus on avance en âge. C'est-à-dire que les petits-enfants, vers 5, 6, 7 ans, apprennent à peu près tous la même chose, et puis plus les jeunes filles grandissent, plus on singularise l'apprentissage domestique qu'on va leur donner. Et ça, c'est quelque chose qui s'accroît à la fin du 19e siècle avec l'idée d'une science domestique qu'on essaie d'enseigner aux petites filles. Et vous avez donc, alors, juste deux exemples ici, voilà, dans une encyclopédie dédiée aux enfants, vous voyez ce très beau schéma, cette très belle page qui explique tous les aspects du charbon. Donc, évidemment, d'abord, on commence par les forêts carbonifères au-dessus, qui ensuite donnent naissance au charbon, puis à la mine de charbon et comment est-ce qu'on l'exploite. Et à partir de là, vous avez ici le wagon de charbon, et ensuite, à partir d'en haut à gauche, une frise qui se déploie et qui explique tout ce qu'on peut tirer du charbon. Alors, bien sûr, le feu de charbon d'abord, c'est le plus essentiel, et ensuite, la locomotive, la lumière électrique, le gaz, et à partir du gaz et du coke, le coal tar, donc le goudron de charbon, et tous les dérivés qu'on en tire, le parfum, des colorants, des engrais, etc. Donc, je trouvais ça intéressant pour insister encore bien sûr sur ce rôle central du charbon dans la vie et l'économie du pays. Et là aussi, un autre exemple, un petit peu plus tardif, je crois, ici 1944, qui vous montre aussi ces différents usages. Cet ouvrage se finit par remercier le mineur. C'est une dernière page où on voit une image d'un mineur tout joyeux, et on demande aux enfants évidemment d'avoir une pensée reconnaissante pour son travail. Dans cette même réflexion, évidemment, je me suis posé la question de la dimension de genre du charbon dans les intérieurs domestiques et de quelle manière le charbon peut reconfigurer ou pas ces rapports de genre. Et là, très clairement aussi, à la fois, il pèse considérablement sur les femmes, parce que ce sont elles qui gèrent l'énergie à la maison, qui vont chercher souvent le charbon et puis qui font le feu, et qui entretiennent le feu et qui ensuite doivent nettoyer l'âtre et puis nettoyer la maison qui est encombrée de poussière parce que ça salit. Bon. Et qu'aussi, paradoxalement, c'est une source, encore une fois, d'affirmation au sein du foyer par les connaissances qu'elles en tirent. Il y a une forme d'empowerment des femmes par les connaissances et la gestion de l'énergie au sein du foyer. Bon, là, je vais passer. Et enfin, le dernier point que je vais aborder en 3 minutes, si je peux encore aller jusqu'à 50 minutes, plutôt 45, c'est la nécessité de défendre cette civilisation. On a tendance à se dire que oui, de toute façon, ils voulaient tous s'en débarrasser, mais vous aurez bien compris que, vu le poids symbolique du charbon dans la vie des Anglais, ce n'est pas une civilisation dont on se débarrasse d'un revers de main, et comme elle semble menacée dans l'entre-deux-guerres par d'autres énergies comme le gaz, comme le pétrole, comme l'électricité, même si elles sont toutes issues du charbon bien sûr, mais malgré tout la présence du charbon en était réduite, eh bien il y a donc ce fameux Coal Utilization Council qui se crée en 1932 et qui vise à défendre donc ce charbon et à défendre cette civilisation. Ils n'utilisent pas le mot civilisation, mais c'est eux qui utilisent le mot coal-minded, à défendre une société coal-minded. Et ils disent qu'il ne devrait pas être gas-minded, ou je ne sais pas s'ils disent electricity-minded, mais je crois que le mot est utilisé aussi. Alors, voilà le diagramme du Coal Utilization Council, je ne vais pas le détailler. En tout cas, il va mener donc il réunit des distributeurs et des producteurs de charbon, et il va mener une campagne marketing absolument extraordinaire pour redessiner l'image du charbon. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que on va notamment essayer de découpler le charbon de la fumée, qui était évidemment ce qui lui nuisait le plus, parce que c'était, comme on le considérait comme un polluant, c'était l'argument des adversaires. Le gaz, etc., disait
utilisons plutôt le gaz ou l'électricité, ça polluera moins. Et les promoteurs du charbon vont essayer justement de proposer une nouvelle image, en quelque sorte, du charbon, en faisant un combustible sain, national, contrairement au pétrole qui vient d'ailleurs, et adaptable, en jouant sur les différents types de charbon. Je vous disais que le charbon n'existe pas. On va remettre en avant sa diversité, qui permet une diversité d'usage. Vous avez besoin de faire la cuisine, on a le charbon qu'il faut. Vous avez besoin d'un feu de cheminée chaleureux dans votre foyer, on a le charbon qu'il faut. Vous avez besoin évidemment dans l'industrie, on a tout ce que vous voulez. Et donc ça va se manifester par des expositions, comme ce pavillon du charbon à la Glasgow Empire Exhibition. Et vous voyez, un bâtiment moderne, hein, le charbon n'est pas une énergie du passé, c'est l'énergie de l'avenir. Par des bus qui circulent dans le pays pour essayer de toucher pas seulement les urbains, mais aussi ceux des campagnes. Et vous voyez, le charbon, c'est bon marché. Il n'y a rien de tel qu'un bon feu de cheminée, nous dit-on à l'arrière. Et bien sûr, ce sont les femmes qui sont les plus visées par ces campagnes. Il n'y a rien de tel aussi que de cuisiner au charbon. Et bien sûr, voilà, call for help. Hein, c'est quand même... Ah oui. Alors, bon, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi le charbon est bon pour la santé. Là, je ne vais pas avoir le temps. Vous avez des call cinéma qui se mettent en place aussi. Alors, il n'y en a qu'un, a priori, hein, que j'ai vu. Mais bon, j'ai trouvé ça assez amusant. Vous pouviez avoir un film promotionnel sur le charbon. Des petits pamphlets qui sont distribués, avec des jeux de mots qui valent ce qu'ils valent. Où le charbon est mis en avant comme meilleur élément pour la cuisine. Évidemment, donc la mise en avant, bien sûr, du foyer. Les dispositifs pour les vitrines de vendeurs de charbon, où en fait, vous voyez, les lumières clignotaient, et par exemple, on le voit pour Call for Comfort, on voyait ça qui devait clignoter dans la vitrine et qui évidemment attirait, et vous retrouvez la santé, le bien-être à la maison, le côté bon marché normalement, etc. Donc, encore une fois, il me semblait qu'en étudiant cette civilisation singulière, on pouvait malgré tout en tirer quelques éléments sur notre propre civilisation fossile, notamment la question donc, de la puissance transgressive en quelque sorte de cette énergie abondante, la dimension transitoire bien sûr, la coexistence de l'abondance et de la précarité, parce que j'ai quand même été frappé de cette précarité énergétique tellement marquée, le rôle essentiel des consommateurs domestiques dans les questions de transition, et aussi je crois la place des imaginaires. Et je suis désolé de finir sur une note un peu pessimiste, mais il me semble l'une des résistances à l'échappée hors du charbon, ça a été ce poids de l'imaginaire, ce poids du charbon dans l'imaginaire. Et il me semble que transformer ces imaginaires est un élément essentiel de toute transition. Notre problème aujourd'hui, c'est que pour transformer notre imaginaire, il faut du temps et que nous n'en avons pas. Voilà, je suis désolé de finir sur cette note un peu désespérante. Je vous remercie pour votre écoute. Donc c'est là qu'on coupe, c'est ça.